effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi un sujet de prédilection. Encore une fois, nous, notre claim, c'est on fait du SEO jusqu'à Pinterest. C'est vraiment le claim de Flair Agency, sous-entendu, on va chercher toutes les opportunités. Je te le dis, nous, on a la dalle. On a la maxi dalle et la moindre opportunité, le moindre petit sillon qu'il peut y avoir où un expert SEO peut apporter quelque chose à travers une optimisation et tout ça, on y va. On y va. Donc, je me sens tout à fait légitime de vous parler effectivement de Reddit, YouTube et Pinterest. Le but, c'est que je vais passer par chacune des plateformes pour essayer de vous filer le plus d'infos possible, de vous partager des ressources. Voilà. Donc, la première plateforme sur laquelle on va discuter, c'est Pinterest. Mais j'espère avant ça que vous avez bien compris les enjeux qu'il y a à travers le Search Everywhere. Avant même les LLM, en fait, on se rendait compte que le comportement des utilisateurs, il changeait. C'était plus... Et on n'a pas attendu les LLM pour faire ça. C'est quelque chose qui existe depuis... qui s'est installé quand même depuis de nombreuses années. Je pense que ça fait à peu près 5 ans qu'on est dans quelque chose qui est en mouvement du côté du comportement des internautes. C'est-à-dire que les internautes ne font pas confiance qu'à une seule plateforme, par exemple Google, mais à travers leur parcours de recherche, en fait, ils vont consommer plusieurs plateformes pour valider un choix, se rassurer, découvrir, s'inspirer. Et donc, à partir du moment où le parcours des utilisateurs, il a changé, il fallait que les marques et leur visibilité aussi changent et que surtout, elles soient présentes sur l'ensemble du parcours utilisateur. Alors certes, ça fait du boulot parce que du coup, tu es obligé d'être bon à la fois sur Google, YouTube, Pinterest, Reddit. Après, encore une fois, ça revient à la question de la clinique. Le but, c'est de prioriser et d'y aller step by step. Et forcément, les plateformes ont aussi leurs points forts et leurs points faibles. Et à voir si les marques s'insèrent du coup sur le point fort de la plateforme ou non. Et si c'est non, dans ce cas-là, on privilégiera peut-être une autre plateforme et le reste, ça sera après. Donc du coup, il faut quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire joli sur LinkedIn parce que c'est innovant ou tendance ou que c'est un facteur différenciant. C'est que on est là pour rapporter des résultats aux clients. C'est-à-dire que moi, si je viens là dire ouais, je sais grave faire du Pinterest et machin, et que du coup on vient me contacter, mais qu'en fait j'ai aucun de mes clients qui est content parce qu'en fait c'est de l'esbrouf, que ça lui rapporte que dalle en termes de visibilité, de trafic et même de chiffre d'affaires, autant vous dire qu'à un bout d'un moment ça va se savoir. Sauf que on n'est pas du tout dans ce truc-là. C'est-à-dire que ce que je vous partage là, c'est pas pour faire joli, c'est que vraiment ça a rapporté des résultats. Encore une fois, après, tout est une question de priorité sur quelle plateforme je vais plutôt lancer ma marque en prio numéro 1 ou en numéro 2. Parce qu'en plus des points forts de chaque plateforme, il y a un effort qui est différent aussi derrière chaque plateforme. Par exemple, la création vidéo, on sait que ça peut être un peu plus lourd, même si maintenant avec les IA, ça s'est simplifié. Pinterest, ça demande aussi certains prérequis. Et Reddit, pareil, ça peut faire peur aux marques. Donc ça, c'est ça que je veux discuter avec vous quand je vais focus sur chaque chose. Mais tout ça pour vous dire que au-delà même du côté LLM, c'est que de toute façon, les internautes ne sont pas focus que sur une plateforme. Et si vous voulez faire découvrir votre marque, monter en autorité, en notoriété, en hit, s'il y a des experts SEO là, ça va vous parler. Le hit, c'est le meilleur moyen en fait. Le fait de conquérir plusieurs plateformes, c'est le meilleur moyen justement d'augmenter son hit, son autorité et tout ça. Et du coup, et la confiance que peuvent avoir les moteurs face à votre marque. Et en plus de ça, en fait, l'avenir nous a donné raison. C'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout attendu les LLM, par exemple, pour parler de Pinterest et YouTube. C'est que les LLM utilisent aussi de nombreuses sources, notamment celles que je viens de vous citer, pour recracher de l'information et vous donner de l'information à travers les plateformes. Donc, sous-entendu, si vous n'êtes pas sur ces plateformes-là, c'est compliqué d'être géo-friendly. C'est compliqué d'être cité dans les IA. Donc, en plus de ça, double opportunité, c'est-à-dire que ces plateformes-là deviennent en fait géo-friendly. Et donc, difficile dans ce cas-là de se dire que tu vas complètement exclure de ta stratégie digitale ce genre de travail-là sur ces plateformes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus en intro? C'est tout. Et du coup, on va passer à Pinterest. Pourquoi je vous parle de Pinterest aujourd'hui? Et qui suis-je pour vous parler de Pinterest? Attention, instant
prétention. Bah, je suis juste une meuf qui a gagné un trophée au SME Awards pour son travail sur But avec Pinterest. Voilà. En organique, hein. Je précise, c'est en organique. Vous savez, le truc dont personne ne parle sur les plateformes, parce que les plateformes préfèrent privilégier toutes les campagnes ads. Bah non, en fait, en organique, on fait du super boulot et on permet à des très belles marques d'être présentes. Donc voilà. Je suis pas peu fière. C'est un très beau trophée que Marilou est allée chercher. Pour le coup, c'est la référente vraiment sur le projet But. Voilà. Donc, je suis très, très fière de ça. Et du coup, j'en profite pour vous partager quelque chose. C'est que donc, on a fait une conférence avec notre client But sur Pinterest. Donc, tout le travail qu'on a fait sur Pinterest, on a été récompensé pour ça. En plus, c'était totalement la surprise de la part des organisateurs. Donc, c'était trop chouette. Mais du coup, on a fait toute une étude de cas. Donc, si vous la voulez, l'étude de cas Pinterest, je vous recommande de m'écrire en MP sur LinkedIn pour recevoir l'étude de cas. Donc, ça, c'est cadeau. C'est pour nos Twitchos. Voilà. Pour le coup, on l'a pas partagé, on l'a pas du tout partagé sur Internet. Donc, Pinterest, pour vous faire un topo, Pinterest, pourquoi c'est une plateforme sur laquelle s'intéresser? Parce que déjà, c'est une plateforme qui explose de plus en plus en termes d'utilisateurs actifs. C'est une croissance vraiment exponentielle d'année en année. Donc, ça veut dire que la plateforme plaît et qu'il y a des utilisateurs à aller chercher. Déjà, ça, c'est la première chose. En termes d'audience, on est plutôt sur une audience assez féminine. Après, attention, par exemple, pour des marques automobiles, puisque j'ai été interrogée par des marques automobiles pour Pinterest, c'est pas parce qu'on est sur une audience féminine que du coup, par exemple, une marque automobile n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que souvent, sur des schémas un peu classiques, c'est la femme qui va choisir pour le foyer, le couple. Et donc, du coup, potentiellement, c'est elle qui va choisir la bagnole, ou en tout cas la marque de la voiture. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant, pareil pour les bijoux hommes et tout ça. Souvent, c'est les femmes qui vont faire ce genre de cadeaux. Donc, c'est hyper intéressant, malgré tout, pour des marques hommes, d'être implémentées sur Pinterest. Mais toutefois, il faut garder quand même en tête qu'on est plutôt sur une plateforme à majorité féminine. CSP+, donc ça, hyper intéressant, parce que l'audience CSP+, bah, finalement, c'est celle qui intéresse toutes les marques, parce que potentiellement, c'est elles qui vont avoir un porte-monnaie un peu plus sympathique pour aller dépenser sur votre site. Et c'est vrai que les thématiques très fortes sur Pinterest, ça va être beaucoup la déco, la cuisine, le voyage, la mode, la food. Donc ça fait quand même un spectre assez large. Donc je vous le répète, déco, mode, food, voyage. Et est-ce que j'en ai oublié? Tout ce qui est do it yourself aussi, ça marche très très bien. Donc voilà. Donc effectivement, si tu es une marque qui ne s'inscrit pas sur ces thématiques ultra populaires, ça peut être un peu plus compliqué d'aller sur Pinterest. Moi, en tout cas, je ne te le conseillerais pas en prio numéro 1. Mais tout ce qui s'inscrit vraiment dans le lifestyle, dans la maison, dans la food, foncez. Moi, je comprends même pas qu'il existe encore des marques qui ne soient pas sur Pinterest quand tu traites de ce genre de thématique-là. En termes de SEO, qu'est-ce que peut... c'est la kiffance Pinterest, en fait. C'est la kiffance absolue. En fait, Pinterest, dans le parcours de recherche, s'inscrit plutôt, et ce qu'on a l'habitude de dire, dans une phase un peu inspirationnelle, même si de plus en plus, en fait, les gens viennent s'inspirer, mais sur une idée assez précise. Alors, je sais que ça peut paraître assez contradictoire, cette idée-là, mais en gros, si je dois vous donner un exemple avec But, tu vas avoir beaucoup d'inspirationnel, mais les requêtes qui vont être tapées dans la barre de recherche sont hyper longue traîne. Donc, par exemple, cuisine, blanche et bois. Donc, c'est hyper précis. Donc, l'idée, tu me vois venir, c'est quand tu arrives à inscrire ta marque sur ce genre de requête-là, tu peux te dire que certes, la personne va être inspirée de découvrir ta marque, mais qu'en plus de ça, bah, si elle est séduite, il y a de fortes chances, vu comment elle est précise dans son idée, quand même qu'elle effectue un achat via ton site. Donc du coup, certes, c'est très inspirationnel, mais quand même des inspirations très précises. On est sur des gens qui savent quand même un peu ce qu'ils veulent ou qui sont experts en tout cas dans le domaine de la déco, de la cuisine, du voyage. Voilà, c'est des gens qui ont quand même une idée assez précise de ce qu'ils veulent, même si en fait ils veulent se faire cueillir, j'ai envie de dire, par des marques, parce qu'ils n'ont pas identifié la marque qui pouvait répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est hyper intéressant à savoir. Et après, d'un point de vue SEO,
ça va être vraiment, le Pinterest, une extension de votre site. C'est-à-dire qu'à travers les tableaux que vous allez avoir sur votre profil, vous allez construire une arborescence, donc il va falloir qu'il y ait une cohérence. On met pas, n'importe quoi dans les tableaux, c'est-à-dire, franfreluche, poivre, sel. Non, il faut qu'il y ait de la sémantique. Ça marche beaucoup par cohérence sémantique. Ça marche par mots-clés, hein. Il y a un algorithme, c'est un vrai moteur de recherche. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que les 3 plateformes dont je vous parle, c'est quand même on se parle de moteur de recherche. Donc c'est pour ça que les experts comme nous, SEO, ont toute leur place. Donc du coup, Pinterest, c'est pareil, c'est que faut qu'il y ait une cohérence sémantique. On va venir insérer des mots-clés. Donc on va venir structurer son profil, qui déjà doit être optimisé à travers sa description. On va construire du coup des tableaux qui soient cohérents d'un point de vue. Le plus simple et l'image que je donne, c'est penser arborescence. Ce que vous avez fait sur votre site, potentiellement, c'est excellent pour Pinterest. Donc, ne commencez pas à faire des tableaux un peu fourre-tout ou automne, collection automne et tout. Non, soyez assez précis dans les tableaux que vous allez proposer aux utilisateurs. Et ensuite, il va y avoir de la optimisation sémantique à travers les descriptions d'épingles, les titres d'épingles et surtout à travers les visuels. Et effectivement, ce qui peut freiner une marque, au-delà même du fait de ne pas être dans ces thématiques ultra populaires, c'est qu'il faut quand même que ce soit des marques qui ont pas mal de richesse en termes de contenu. C'est-à-dire à travers, par exemple, le blog, qui est déjà un blog assez fourni, parce que même si à travers un contenu, on peut faire plusieurs épingles, il faut quand même, pour être dans la durée et s'inscrire dans la durée, avoir quand même pas mal de contenu. Que ça soit d'un point de vue, c'est vrai que là j'ai parlé de blog, mais même de produits, d'avoir pas mal de produits aussi qu'on va pouvoir pousser parce qu'on va pouvoir connecter son flux produit à Pinterest. Donc plus tu as un flux important et plus tu vas prendre de place sur le moteur. Donc voilà, on est plutôt effectivement sur des marques, en tout cas là où on va pouvoir avoir des résultats rapides, des marques un peu matures comme but. Et pour les jeunes marques, pour le coup, c'est quelque chose qui va croître de manière assez exponentielle. Plus vous aurez de produits, plus on prendra la parole sur Pinterest et plus on s'inscrira comme une marque qui est importante sur Pinterest et qui est poussée de plus en plus dans ses pages de résultats. Ensuite, que vous dire sur Pinterest? Donc, je vous ai dit que je pouvais vous envoyer en MP l'étude de cas Pinterest. Ensuite, je vous ai alerté sur le côté, effectivement, volume de contenu. Et ce qui est intéressant, et vraiment, nous, ce qu'on a pu piloter justement à travers But, c'est qu'on n'est pas sur une plateforme qui tend à garder ses utilisateurs sur la plateforme. C'est vrai que pour le coup, YouTube ou par exemple Instagram ou Reddit, on est plus sur des plateformes qui ont leur communauté et qui font en sorte, l'infrastructure fait en sorte de garder ses utilisateurs sur la plateforme et n'a pas vocation à les faire partir sur des liens externes. Pour le coup, Pinterest, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pour ça que je vous dis que c'est une extension. Pinterest peut vraiment vous apporter du trafic et nous, c'est ce qu'on a apporté à But. En plus d'avoir un rayonnement en termes de millions d'impressions, donc rayonnement de la marque, c'est qu'en plus de ça, on a réussi à apporter du trafic qualifié au site. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez traquer dans Pinterest Analytics, hein. On n'est pas au doigt mouillé de oh, tiens, je vais faire des jolis visuels sur Pinterest, ça va être sympa, c'est sympa pour ma marque, je suis content. Non, pour le coup, on peut quand même, à travers Pinterest Analytics, checker les impressions, les clics sortants, les clics sur épingle, les engagements. Donc, c'est quelque chose d'assez précis. Donc, on peut piloter, nous, ce que ça peut apporter aussi au site. Donc, c'est clairement une plateforme, contrairement aux autres, qui vous apporte du trafic qualifié. Voilà pour Pinterest. Si vous avez des questions sur Pinterest, surtout, n'hésitez pas, soit à travers le chat, là, now, je peux répondre à quelques questions, soit à travers LinkedIn, tout ça, ou si même vous voulez aller plus loin, ne bougez pas, parce que je sais qu'il peut y avoir des marques là qui potentiellement ont envie de travailler sur des projets. Hop. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour parler vraiment de votre projet, répondre à vos questions. Enfin voilà, c'est en quelques secondes avec le lien que je viens de vous fournir dans le chat. Parce que le but aussi, c'était de vous donner quelques tips. Donc Pinterest, je viens de vous faire le topo. Je peux vous partager une étude de cas si vous m'écrivez en MP sur LinkedIn. Mais également, je voulais vous donner un outil qui peut vous aider, notamment à identifier les mots-clés Pinterest qui sont tapés dans la barre de recherche, qui peuvent être totalement différents parce qu'encore une fois, on est sur une audience quand même
qui sait de quoi elle parle. Quand ils sont chauds en food, ils sont chauds en food, ils sont chauds en déco. Donc du coup, on est sur des requêtes hyper précises que potentiellement tu ne retrouves pas du tout dans Google, qui se veut potentiellement plus générique sur ces thématiques-là. Et donc, si tu veux, hop, récupérer des mots-clés, checker ta visibilité sur Pinterest, tu peux avoir cet outil qui est canon pour justement voir potentiellement aussi s'il y a de l'intérêt, si à travers le mot-clé que potentiellement tu voudrais travailler, tu vois qu'il y a différentes suggestions à travers ton mot-clé par an, c'est que potentiellement il y a des gens qui recherchent pas mal de choses et que tu as une richesse sémantique qui est importante et donc une couverture sémantique à aller conquérir qui est intéressante. Maintenant sur YouTube. Alors, pirater, ça fonctionne uniquement en e-commerce ou pour de la génération de leads, ça peut marcher aussi, je pense, aux cuisinistes, par exemple. Ça marche très bien pour les cuisinistes. Pour le coup, moi, j'ai travaillé pour Darty Cuisine, donc qui est un pur cuisiniste où en fait c'est de la prise de rendez-vous, la demande de devis pour faire ses cuisines, et ça marche extrêmement bien. On travaille aussi pour Xina, et donc pareil, ça marche très bien. C'est sûr que c'est moins facile que des e-commerçants où on peut directement connecter en plus un flux. Mais pour le coup, But aussi est un cuisiniste. Mais ça marche très très bien et je le conseille très fortement. Alors du coup, sur YouTube, YouTube, c'est pas du tout nouveau. On n'est pas sur une nouvelle trend. YouTube, ça fait longtemps. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de VSEO, donc VSEO. Pour le coup, c'est quelque chose qui a émergé depuis de nombreuses années. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de le remettre un peu au centre du village. Parce que pour rappel, et je vous en ai parlé dans les actus, YouTube est l'une des sources les plus citées par ChatGPT et Gemini, je crois. Ça m'étonnerait pas. Vraiment, vous pouvez regarder à travers les études, c'est assez ouf tout ce qu'il va aller chercher sur YouTube pour te transmettre de l'information. Donc, c'est dire l'importance pour une marque d'être sur YouTube, à la fois pour le côté géo-friendly. En plus de ça, comme ce que je te disais tout à l'heure, tout ce qui est hit, autorité d'une marque, c'est quand même hyper intéressant. Après, YouTube, attention, contrairement à Pinterest, ça n'a pas vocation à t'amener du trafic qualifié. C'est faux, même si tu mets des descriptions dans tes descriptions de vidéos, c'est clairement pas ça qui va te ramener du trafic, c'est très anecdotique. Par contre, ça va appuyer ton autorité, ça va envoyer des signaux très positifs sur la marque que tu es, le contenu que tu peux proposer, le contexte sémantique, ton autorité au global. Et clairement, comme Piraté le dit, c'est quand même le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. Donc c'est difficile de se dire que dans cette logique de search everywhere, et voilà, j'étais sûre que j'avais bugué, de search everywhere, difficile de l'exclure, même si ça fait longtemps que potentiellement vous en entendez parler. Je pense que ça n'a jamais été aussi primordial. Je sais que ce qui est dur avec YouTube, c'est que c'est quelque chose qui met beaucoup de temps. Tu vois, on se moque souvent du SEO, mais pour émerger sur YouTube, ça met du temps. Il faut avoir une régularité dans la publication des vidéos et avoir des codes vraiment bien acquis pour ne pas faire d'erreur sur la visibilité des vidéos. Notamment, même sur la ligne édito que tu peux avoir sur tes vidéos, ce qui marche extrêmement bien, c'est les tutos, les avis, les tests. Ça marche extrêmement bien sur YouTube parce que YouTube est très utilisé pour justement en savoir plus sur une marque, être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc ça fait vraiment un peu élément de réassurance pour les gens, plutôt long ou court format, ou les deux. Pour le coup, t'as un peu des deux. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que le long format marche généralement. Alors, pour pour une raison très con, c'est que le temps de visionnage est hyper important pour l'algorithme. Donc, vraiment, le temps que les gens passent sur les vidéos que tu peux poster. Et généralement, le temps de visionnage est plus long sur les vidéos longues. Et donc, du coup, j'ai le sentiment que les vidéos longues sont privilégiées par l'algorithme. Toutefois, parce que j'ai mené, par exemple, là, des analyses YouTube sur le monde de la literie, on se rend compte que les vidéos qui fonctionnent le mieux sont des vidéos assez courtes, qui décrivent de manière assez brève et efficace, par exemple, la technologie de certains matelas. Et donc là, pour le coup, malgré que je sache que les vidéos longues ont plutôt le vent en poupe sur YouTube, je trouvais que ça ne s'inscrivait pas dans cette logique sur ce secteur-là. Donc quand même à checker par rapport au secteur et aux top acteurs qu'il peut y avoir sur YouTube. Donc sur YouTube, moi j'ai envie de dire, on est un peu au milieu de funnel. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des gens qui potentiellement sont prêts à acheter.
et qui cherchent des éléments de réassurance, comme je vous le disais, à travers des tutos, des tests et des avis. Ça marche extrêmement bien. Le côté lifestyle, je vais être archi crue, mais en fait, si t'es pas connu, tout le monde s'en fout. Donc, je vois beaucoup de marques. Après, ça peut être des vidéos un peu d'images de marque et pour ton recrutement et tout, ok, mais potentiellement, fais-le plus sur Instagram. En tout cas, moi, c'est mon intime conviction. Mais se la jouer Lena Situation ou Squeezie à travers des vlogs et tout ça, quand t'es une marque qui manque de notoriété, enfin, franchement, moi, je trouve que c'est du temps perdu et c'est. Enfin, voilà. Tant que t'es pas créateur de contenu, tu commences pas à avoir une communauté assez importante, c'est le genre de vidéo qui va flopper. Plutôt concentre-toi sur potentiellement la mise en avant de ton service, de l'explication, des tests, des avis clients, de tout ça. Fais des petits témoignages clients. Ça, c'est des choses qui vont beaucoup plus fonctionner que. Que le côté vlog quand tu es une marque pas très très connue. Il y a aussi cet aspect mots-clés sur YouTube. Hein. Tu as tout ce qui est bien travailler le titre. Le titre est méga important. Le côté description, le chapitrage, ultra important aussi. S'il vous plaît, prenez du temps à bien renseigner tous ces aspects-là de description, de chapitrage, de bien travailler votre titre. La miniature aussi va être très très importante pour YouTube. Donc, le meilleur moyen, franchement, utilisez Canva. Vous avez plein de templates de miniatures pour vous donner un petit peu l'esprit de à quoi peut ressembler une miniature. Et après, potentiellement, faites un moodboard et demandez aux IA Nano Banana de vous faire des miniatures YouTube. Ça peut très bien fonctionner aussi, mais prenez le temps. Faites pas un truc tout basique en mode hyper scolaire avec le titre, votre tête. Prenez le temps de créer des miniatures parce que ça va être très important. Vous avez également sur YouTube tout ce qui est YouTube Analytics et le KPI, comme je le disais, le plus important et pour se rendre compte aussi à travers juste le vu des vidéos, c'est également le temps de visionnage. Le temps de visionnage va être hyper important pour le moteur, pour savoir s'il doit vous pousser ou non dans ses pages de résultats. Donc surtout, faites très attention à ça. Potentiellement, ça peut vous donner pas mal de billes sur la qualité de votre contenu. Que vous dire de plus? Ah oui, bah, je voulais vous partager cette ressource alors qui est assez globale. Mais je pense que ça peut, vu qu'on est dans une ouverture de chakra et vous donner quelques conseils sur les plateformes, c'est la vidéo YouTube du live qu'on avait fait avec SEO Ganon Party où on a parlé de la puissance des réseaux sociaux pour la stratégie SEO. Je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous, surtout si vous êtes dans une phase de je dois potentiellement convaincre ma direction, ou convaincre mon prospect, mon client, ou que vous hésitez encore. Bah là, potentiellement, vous allez trouver les arguments et des chiffres pour vous permettre de mieux contextualiser cette prise de décision, que ce soit des présences sur Reddit, YouTube ou Pinterest. N'hésitez pas si vous avez des questions sur YouTube. Parce que là, je vais à Reddit. Une faire et page dédiée sur son site pour chaque vidéo avec un petit résumé, la transcription, ça marche souvent très bien. Très bonne réflexion, effectivement, piratée, ça marche extrêmement bien. Alors effectivement, la bêtise à ne pas faire, c'est de vous-même héberger la vidéo. Moi, ce que je conseille toujours, c'est effectivement si vous faites de la production vidéo et que plutôt vous aviez en tête que ce soit pour votre site, créer comme une chaîne YouTube de manière propre, optimisée, héberger du coup vos vidéos sur YouTube et vous embed sur votre site à travers un iframe, c'est hyper simple, sur votre site. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, les vidéos, au-delà même d'être visibles sur YouTube, elles peuvent être visibles dans les pages de résultats Google. Et Google, dans les carousels vidéo, va toujours privilégier YouTube. C'est la même maison. Donc du coup, ne vous embêtez pas à faire vos propres lecteurs et tout ça. Faites du YouTube, c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, c'est une manière aussi un peu, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la Pinterest, qui est vraiment une extension de votre site. En fait, avec YouTube, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment créer cette, j'ai envie de dire, constellation de, certes, j'ai mon site, mais en fait, les contenus de mon blog, je peux aller sur les réseaux sociaux avec, je peux aller sur de la newsletter, je peux aussi le pousser sur Pinterest. Les vidéos que je fais sur YouTube, bah, en fait, je peux les héberger bien optimisées, mais après, je peux à la fois potentiellement conquérir des mots-clés à travers mon site en créant ce que disait Piraté, des pages dédiées. Donc, vraiment,
ne cloisonnez pas. C'est-à-dire que potentiellement, ce que vous faites pour Pinterest, ce que vous faites sur YouTube, peut tout à fait alimenter d'autres plateformes qui sont des réseaux sociaux, où là, pour le coup, le SEO, excusez-moi, mais on ne fait pas de SEO sur Instagram. Moi, voilà, on est une marque, une agence qui est hyper reconnue pour travailler sur plein de plateformes et vous m'avez jamais entendu dire qu'on faisait du SEO sur Instagram. Je trouve que c'est une hérésie. Ce qui est un réseau social est un réseau social, ce qui est un moteur reste un moteur. Chacun sa maison. Pour le coup, Instagram n'est pas du tout un moteur de recherche. C'est pas parce que tu as une petite barre de recherche où il y a des gens qui peuvent taper 3 mots pour généralement juste retrouver le créateur de contenu. Ça ne s'appelle pas un moteur de recherche. Bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais voilà, franchement, nourrissez-vous de tout et ça vous fera gagner du temps. Non, je mytho là parce que j'ai perdu ma phrase en fait. Je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai perdu mon idée. Mais bref, alors Reddit. J'ai terminé par Reddit parce que c'est un peu la cherry on the cake. On a beaucoup pris la parole dessus, on a eu beaucoup de publications. Merci d'ailleurs pour votre confiance, les revues, que ce soit BDM, Abondance. Spoiler alerte, au mois de juin, on va faire une conférence dans un salon, mais on vous en dira plus sur Reddit. Dans l'apéro parisien, on parlera de Reddit aussi, parce que pour le coup, c'est le petit nouveau. Alors moi déjà, je kiffe trop Reddit avant que ça devienne trendy de ouf grâce au LLM, parce que juste mon mec, il est tout le temps sur Reddit. Donc du coup, bah forcément, ça m'a hype. J'aime bien le côté plateforme et tout ça. C'est là, Meta, il a souvent des tonnes de vidéos déjà créées, donc ça vaut le coup de poser la question. Effectivement, je trouve que pirater, alors excusez-moi avant qu'on reparte sur Reddit, a une très bonne réflexion. Si le client fait des ads Meta, il a souvent des tonnes de vidéos à travers des reels, des stories, donc ça vaut le coup de poser la question. Effectivement, sur YouTube, vous avez aussi les shorts YouTube. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais contrairement aux vidéos YouTube classiques qui peuvent mettre un peu de temps à émerger, les shorts YouTube marchent extrêmement bien. Assez rapidement, on peut faire 1000, 2000, 3000 vues. Et donc, du coup, en fait, potentiellement, ce que vous faites pour les réseaux sociaux, à très juste titre, peut être utilisé sur les shorts YouTube. Très bonne réflexion piratée. Et du coup, sur Reddit, effectivement, c'est devenu la nouvelle coqueluche pour plusieurs raisons. La campagne de ouf qu'ils ont fait en France pour conquérir les utilisateurs français. Et en plus de ça, on sait à travers de sources sûres, à travers les différentes études, et même vous potentiellement à travers votre navigation, du coup, Reddit en fait est ultra utilisé par les LLM. Pourquoi c'est utilisé par les LLM? Simplement parce que les IA ont identifié que c'était un peu une plateforme de la vérité. C'est-à-dire que on n'est pas là à mettre des paillettes et tout ça, ça parle vrai, ça échange sans fioriture. Et du coup, ce qui peut se dire sur un produit, une marque, peu importe, du coup, fait assez foi sur Reddit. Et donc, il se dit que les avis des utilisateurs, de toute façon, c'est the ressource pour avoir confiance en une marque. Et donc, c'est pour ça qu'il le prend. Et du coup, c'est vrai que ça pète tous les scores dans les plateformes et difficile de ne pas s'y intéresser. Donc, nous, ça fait maintenant 1 an qu'on s'intéresse à Reddit, qu'on a fait nos premières recherches, R&D, temps vraiment planifié dans les agendas pour vraiment s'intéresser à Reddit. C'est pour ça qu'on se sent légitime à prendre la parole. Du coup, je vous partage sans plus attendre, parce que je suis sûre que vous êtes là derrière votre ordinateur. Mais donne les liens, donne les liens. J'arrive. Hop. On vous partage ce qu'on a pu effectivement identifier. Et je le dis et je le redis, on travaille actuellement avec plusieurs marques sur Reddit. Donc, l'objectif, très clairement, c'est de construire une stratégie pour ces marques-là dans Reddit, avec un vrai calendrier éditorial, avec des vrais sujets qu'on a identifiés comme étant pertinents, et du coup, de créer une vraie communauté autour de la marque et de la montrer surtout en tant qu'expert, utilisateur même de Reddit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en fait sur Reddit des personnes ultra engagées. Elles sont pas là pour rien. On a des gens qui font beaucoup de retours d'expérience, d'avis réels, de comparatifs honnêtes. Donc on a une audience qui est vraiment engagée. Ça fait vraiment partie de l'ADN Reddit. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir
comment le dire bien? En fait, une marque va vraiment pouvoir déjà avoir des retours honnêtes et même interroger un panel, en fait. Moi, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir interroger un panel et de se créer une communauté. En fait, la communauté, elle est déjà là, elle t'attend, viens la piocher. Parce que, bah, par exemple, tu as des doutes sur un produit ou tu dis, bah voilà, là, on s'est un peu planté. Est-ce que vous pensez que les gens vont réagir? Même à travers, pour être un peu malin, à travers des offres commerciales, des codes promo. Les codes promo, ça cartonne sur Reddit. Donc, c'est faux de penser que ce n'est pas du tout e-commerçant et que les gens sont juste là pour râler. Pas du tout. Ils sont vraiment là pour échanger et dans cette logique aussi, potentiellement, d'acheter. Donc, tout ce qui est code promo, bonnes affaires, parce que les gens sur Reddit détestent les arnaques. Donc, ça marche extrêmement bien. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on n'est pas dans du SEO classique, c'est-à-dire que là, je vais pas vous dire oui, il faut optimiser par mots-clés et tout ça. Pas du tout. C'est plus large, c'est plus dans une stratégie de contenu au global, mais qui répond aux bonnes pratiques qu'on fait dans le SEO, c'est-à-dire identifier des demandes des internautes, construire une stratégie de contenu, bien avoir une ligne éditoriale pour, dans l'objectif de potentiellement gagner en autorité, notoriété et du coup du trafic qualifié également sur le site. Car oui, à travers les comptes de marque, tu peux très clairement, je sais plus quel exemple j'avais donné la dernière fois, je crois que c'était à Google Pixel. Ouais, c'est ça. Vous pouvez aller voir le compte de Google Pixel. Donc c'est vraiment un compte à l'effigie de la marque. Il y a plein de liens vers leurs nouveaux produits, leurs magasins et tout ça. Enfin, c'est vraiment une extension de leur site hein, et ils ne se font pas taper dessus. Au moins, les gens peuvent trouver des infos. Et du coup, bah, ils parlent de leurs actualités, ils donnent leur avis, ça fait des sondages. Enfin, voilà, on peut vraiment s'éclater. Effectivement, j'entends beaucoup, pour être tout à fait honnête avec vous, de marques qui me disent ouais, mais moi, ça me fait hyper peur d'être sur Hello Storm. Moi, ça me fait hyper peur d'être sur Reddit parce que bah, tu as l'image où tu vas potentiellement te faire éclater la tronche, quoi. Ils vont me dire qu'ils me détestent, ils vont pas arrêter de râler sur mes produits, ils vont me dire que je suis nulle, que je suis pas expert dans le truc. Et effectivement, ça fait peur. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que je dis à chaque fois, ils ont pas attendu que tu sois présent sur Reddit pour potentiellement te casser du sucre sur le dos. Du coup, tu préfères. Du coup, on va partir sur le fait qu'on n'est pas complètement parano. Du coup, tu préfères qu'ils le fassent sans toi et du coup, tu ne peux pas répondre et tu ne peux pas te justifier, expliquer et faire un mea culpa et du coup laisser faire. Ou à l'inverse, être présent sur Reddit, être présent pour eux, parce que c'est comme tout. En fait, les gens, ils râlent pourquoi? Parce qu'ils manquent d'amour, ils manquent de communication, ils ont envie d'échanger. Donc si une marque ose s'approcher de leur communauté, de ces gens-là qui prennent la parole et tout ça, et que même s'il y a une critique, tu leur dis ah oui bah désolé par exemple on fait tout pour éviter les arnaques sur ce genre de site, ils reprennent nos produits et tout ça, bah ils vont grave kiffer parce qu'ils vont se dire bah ça c'est une marque qui est proche de leurs clients, qui est proche de leurs consommateurs, qui répondent à leurs questions, qui demandent leur avis. Et du coup, vaut mieux que ça soit toi plutôt que des gens lambda qui n'ont pas tes codes, qui n'ont pas ton expertise. Parce qu'encore une fois, ils t'ont pas attendu pour te critiquer. Donc vaut mieux que tu sois là quand ils le font pour éviter de mettre de l'huile sur le feu et finalement t'inscrire comme ok, je fais des erreurs, mais à culpa et des gens qui soient proches vraiment de ton audience. Et ensuite, le deuxième point aussi que je réponds, c'est que arrêtons la parano, c'est pas non plus des chiens enragés sur Reddit. Donc, il y a assez peu de chances que, parce que tu as créé ton compte, d'un seul coup, tu te fasses défoncer. Je pense qu'une marque qui aurait dû se faire défoncer n'a pas attendu Reddit. Tu le verrais dans tes avis Google, tu le verrais à travers les réseaux sociaux. Enfin, ça se saurait si d'un seul coup, il y avait vraiment un truc, un bad buzz ou un truc vraiment qui plaît pas aux gens. Tu le saurais à travers tes réseaux sociaux, à travers ton site, à travers tes avis. Donc, il n'y a pas de raison que d'un seul coup, parce que tu arrives sur Reddit, d'un seul coup, tout le monde se déchaîne et t'apprenne des trucs de ouf. Donc ça, voilà. Ça, déjà, calm down là-dessus. Je sais que ça fait peur aux marques, mais potentiellement, il n'y a pas tant à avoir peur que ça. Tu te fais surtout éclater quand tu veux pousser ta marque, mais en te faisant passer pour un utilisateur au lieu d'assumer. Effectivement, j'ai lu beaucoup de conneries sur Reddit qui disaient
d'experts qui disaient ouais, non, ils prennent pas cette voix. Ils disaient ouais, du coup, pour aller sur Reddit, pour les marques, vous créez des faux comptes utilisateurs et du coup, de manière un peu discrète, vous faites la promotion de votre marque. Faux, totalement faux. C'est une connerie de faire ça. Non, vous créez un sub au nom de votre marque de manière officielle, comme le peuvent le faire notamment certaines marques aux États-Unis. Et ensuite de ça, et la preuve, c'est que quand c'est pas des subs officiels de marque, il y a marqué communauté de fans. C'est-à-dire que même les gens de la communauté Reddit estiment que tu as le droit à une page marque. Donc c'est la preuve que les marques ont leur place. Tu crées un sub au nom de ta marque qui est brandé avec tes idées. Et après, le but, c'est que dans ton équipe, tu es des gens, des utilisateurs, du coup, qui ont créé des comptes Reddit, qui soient rattachés directement à ton sub de marque et qui ont un rôle d'expert. Par exemple, non, mais parce que j'essaie de rester confidentiel par rapport aux marques auxquelles j'accompagne. Par exemple, je sais pas, si on parle de la food, par exemple, Marmiton qui créerait un subreddit, du coup, aurait plusieurs utilisateurs rattachés à ce sub. Utilisateurs rattachés, ça veut pas dire qu'ils peuvent que parler de Marmiton, hein, c'est des utilisateurs qui peuvent parler d'autres choses. Mais en gros, par exemple, t'en as un, il est archi expert, je sais pas, putain, je vais dire une connerie, hein, sur les plats végétariens. Et du coup, lui, dans le sub, il va surtout poster des choses sur tout ce qui est végé et tout ça, consommation de viande et tout ça. Et il va aussi animer d'autres communautés qui peuvent potentiellement parler de ça. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est avoir un truc de marque et des utilisateurs qui sont experts dans leur domaine et montrer ton expertise. Et à travers ton expertise, en fait, assez naturellement, potentiellement, tu vas réussir à promouvoir. Et après, le sub de la marque, tu peux tout à fait parler de tes nouveaux produits, de ta nouvelle collection, de tes codes promo. Parce qu'en fait, c'est un sub au nom de ta marque. Donc, tu ne trahis personne, tu n'essaies pas de faire ta pub. C'est juste que tu es sur le truc de ta marque. Donc, du coup, tu as une ligne édito qui parle de ta marque. Et là, ça justifie beaucoup plus. Donc voilà. J'espère que Piraté, tu as fait ça pour tous les Google qui disaient de créer des utilisateurs un peu fake pour aller faire de la promotion un peu fake. Enfin, juste, à un moment, quand tu essaies de faire ton métier sérieusement, moi, je m'imagine pas à mes clients à dire bon, on va faire des trucs de loupard, on va faire des trucs fake. Non. On va faire les choses proprement, que vous soyez fiers du travail et que ce soit pas un truc caché. Donc, vraiment, pour le coup, Reddit, ça vient valider ta marque. De un, je pense que c'est hyper intéressant pour les communautés, enfin, pour une marque de s'approcher autant d'une communauté, je pense que c'est hyper riche d'informations, un peu comme un SAV en fait. Qu'ensuite, c'est un accélérateur de ouf pour être géo-friendly et donc pousser ta marque de plus en plus dans les IA. Et de manière un peu plus classique, si on le rattache à du SEO classique, en fait, comme toutes les autres plateformes, ça augmente ton autorité et ta notoriété parce que du coup, tu envoies des signaux hits de confiance, d'expertise, d'autorité au sein de ta marque parce que tu es capable de prendre la parole sur Reddit et que tu fais cet effort-là. Après, effectivement, comme je vous le disais, on n'est pas dans cette mouvance de mots-clés, mais toutefois, on est sur des mouvances de sujets. Donc vraiment, pour construire un calendrier éditorial, moi j'adore, il y a un outil que j'utilise beaucoup, qui est celui-ci. Oui, exactement, pirater. On est clairement sur un forum. Donc, chaque forum a ses codes. Contrairement à d'autres forums où les codes sont très, très prononcés, Reddit, ça reste certes un forum, mais quand même une plateforme qui se veut grand public. Donc, il n'y a pas des codes, enfin, c'est pas du tout dur à appréhender. Mais du coup, il y a des codes et effectivement, on est sur un forum, donc on raconte pas de la merde, quoi. Mais oui, tu peux pas assumer ta marque en public, il faut travailler dessus pour l'améliorer et tu te feras de l'acquisition après. Exactement, ça se fera naturellement. Et donc voilà, je vous ai partagé l'outil Answer qui permet de construire un calendrier éditorial, de se dire, tiens, les utilisateurs visiblement qui m'intéressent, les communautés qui m'intéressent, elles parlent beaucoup de ça, ça peut me donner des idées d'articles, de sujets à évoquer sur Reddit au sein de ma marque. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, tout à l'heure, c'est ce qu'on se disait aussi dans le chat, quand on dit de recycler et tout ça et de ne pas partir de zéro, tout ce que vous faites potentiellement sur le blog
peut être réadapté en forum sous forme de conseils. Pareil, via l'IA, vous pouvez peut-être réécrire avec une charte édito, reformater le contenu. Mais parce que bah, voilà, vous filez de l'info, vous pouvez poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Interrogez votre communauté. Et après, tout ce qui est un peu marketing et newsletter, ça marche très bien aussi pour Reddit. Parce que bah, tout ce qui va être code promo, Reddit, ils adorent les exclus. Vous pouvez même faire des codes promo exclusifs à Reddit. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils vont beaucoup apprécier parce que tu as envie d'être sur Reddit un peu pour avoir des exclus et des choses que tu ne peux pas avoir ailleurs, l'aspect vraiment communauté. Donc ça marche très très bien aussi pour pousser bah, tout ce qui est partie transaction. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé ce live. J'ai archi débordé, donc vous avez vu